Bonjour, merci beaucoup de votre présence. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est la situation de la GPA, de la gestation pour autrui en France, la pratique des mères porteuses, dont pratique qui est reconnue par un très grand nombre de leaders d'opinion, d'acteurs, d'intellectuels de gauche, de droite, écolos, etc., comme une pratique indigne et intolérable. Néanmoins, pour des faits, avec des faits que nous allons évoquer, nous constatons que cette pratique est facilitée aujourd'hui par le gouvernement français, et ce, en dépit des engagements pris par Manuel Valls il y a de cela quelques mois. Pour ces raisons, la Manif pour tous organise un forum international pour l'abolition de la GPA qui se tiendra à la Bourse de Paris dimanche 8 mars pour la Journée de la femme, puisqu'évidemment la femme est éminemment concernée par la pratique des mères porteuses. Et je vais d'abord laisser la parole à Anne-Marie Le Pourriette, professeure de droit public à l'Université de Rennes, et qui va évoquer pour nous la situation au niveau international, européen, avec la CEDH, et qui a bien entendu des incidences sur la France, puisqu'il y a eu notamment un arrêt, et d'autres sont attendus pour la France. Et je vous passe la parole, Anne-Marie. Alors, bien entendu, les arrêts de la CEDH ont des influences sur la France, puisque, en vertu de l'article 55 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, et l'interprétation que donnent les cours internationales des traités l'emporte aussi impose la même interprétation par les juges français. Donc, indubitablement, les juges français sont obligés d'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On est en plein gouvernement des juges, mais c'est comme ça. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, contrairement à la tradition juridique française, raisonne à l'anglo-saxonne à partir d'une jurisprudence casuistique dépourvue de construction théorique et conceptuelle et essentiellement tournée vers les droits subjectifs. Donc pas de droit objectif vertical, mais uniquement une prise en compte des droits subjectifs dans des espèces et des cas déterminés. Donc elle ne tire pas ses solutions de principes objectifs, transcendants et surplombants, dont se déduirait logiquement la sentence, mais elle statue au cas par cas, le nez dans le guidon, dans une improvisation intellectuelle assez médiocre, et reconnue comme telle d'ailleurs par beaucoup de juristes français, et qui fait la part belle à la compassion individuelle. Alors pour les affaires de GPA, la Cour est toujours saisie, que ce soit dans les affaires mettant en cause la France, l'Italie, la Belgique, etc. La Cour est bien sûr toujours saisie par des clients qui ont recouru à une mère porteuse dans des conditions illicites, prohibées par le droit de leur État, mais qui viennent cependant se plaindre à elle de ce que l'État dont ils sont les ressortissants ne veut pas valider le résultat de leur fraude. Et la Cour accueille ces requêtes en se fondant sur l'article 8 de la Convention qui pose que toute personne a droit au respect de la vie privée et familiale, et elle se borne à mettre en balance avec ce droit à la vie familiale et privée avec l'intérêt de l'État. Alors, d'abord, il faut savoir qu'elle donne à la notion de vie privée et familiale une définition extensible à l'infini, tout y passe. Elle englobe pêle-mêle le fait, le droit, l'intention et la biologie, tout et son contraire, dans une espèce de bouillie conceptuelle un peu attrape-tout. Par exemple, elle va admettre l'existence d'une vie familiale dans la simple relation potentielle qui aurait pu se développer entre un père naturel et son enfant. Elle accepte même la notion, dans un de ses arrêts, de vie familiale projetée. Ça devient une vie familiale puisqu'elle est projetée, donc ça existe. Donc voilà, c'est toujours extensible à l'infini. Quant à l'intérêt de l'État qu'elle met en face du droit à la vie privée et familiale, elle le résume dans des formules extrêmement générales. Elle dit vaguement que c'est le choix d'éthique que fait l'État, la défense de l'ordre, l'intérêt de la collectivité à faire en sorte que ses membres se plient aux choix effectués démocratiquement en son sein. Bah, oui, c'est le respect de la loi, tout simplement. Mais elle ne dit jamais, et c'est ça le problème, elle n'insiste jamais sur les raisons de ce choix démocratique. Elle n'énonce pas pourquoi les États interdisent la GPA. Elle ne va pas se référer aux principes éthiques que l'État défend en l'occurrence. Elle ne dit pas un mot sur ces questions.
Elle s'abstient donc de rappeler que les États qui prohibent ce procédé veulent justement interdire à des individus de jouer avec l'identité d'un enfant choséifié, dont on va dire qu'il est le fils de Madame A, alors qu'il est né de l'ovocyte de Madame B, implanté dans l'utérus de Madame C, et ensuite abandonné par cette dernière. La France a interdit la GPA au nom de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, parce que les droits de l'homme interdisent précisément de passer commande d'un enfant dont on a sélectionné la génitrice et la porteuse, comme des poulinières de Deauville ou les esclaves du commerce triangulaire. C'est pour ça, et c'est au nom des droits de l'homme, que l'on interdit la GPA. Alors la Cour ne fait jamais référence aux raisons profondes qui justifient cette interdiction, et surtout, c'est là le problème, c'est qu'elle ne recherche pas dans la convention qu'elle est chargée d'appliquer s'il n'y a pas là aussi des principes qui devraient interdire la GPA au niveau européen. C'est-à-dire que comme elle part d'une casuistique de travers, jamais elle ne pose la question en termes objectifs, est-ce que la GPA est ou non conforme aux principes de la Convention? Est-ce qu'il y a dans la Convention européenne des droits de l'homme un principe de dignité de la personne humaine? Elle ne le dira pas. Elle ne répondra pas à la question de ce fait. Alors nous avons pourtant tout ce qu'il faut dans la Convention. L'article 3 de la Convention pose que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Qu'est-ce qu'elle en fait? L'article 4 dit « Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ». Manifestement, elle n'a pas l'air de voir que dans la GPA, il y aurait quand même des rapprochements à faire. Elle ne dit jamais « La GPA est conforme au contraire ». Elle se borne à invoquer le fait que pour des choix éthiques un peu délicats, il n'y a pas de consensus entre les États. On a le sentiment que si elle apercevait un consensus dans les États européens en faveur du rétablissement de l'esclavage, elle dirait « Ah, on peut alors rétablir l'esclavage au niveau européen puisqu'il y a un consensus qui se dégage en la matière ». Elle ne dira jamais « La Convention elle-même exige ceci ou interdit cela ». Donc, pas de principe objectif, elle fait simplement de la casuistique. Alors, si vous avez lu Blaise Pascal, vous savez qu'il a écrit un livre qui s'appelle Les Provinciales, et dans Les Provinciales, c'est la querelle des jansénistes et des jésuites, il se moque de la façon dont les pères jésuites interprètent les règles pour les vider de leur sens et finalement ruiner les principes qui sont posés. Alors, en l'occurrence par la loi divine, mais ça peut être tout à fait transposé aux lois civiles. Et il montre effectivement comment on arrive à ruiner un principe à partir d'une casuistique laxiste qui donne toujours finalement l'absolution à ceux qui ont violé la loi. Alors c'est exactement ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que, et alors évidemment c'est assez cynique, puisque ce sont des gens qui ont violé la loi, qui se sont mis à l'écart des principes de l'humanité, qui ont recouru à un truc qui est véritablement contraire aux droits de l'homme, mais qui vont pleurnicher ensuite devant la Cour en disant « l'État nous fait des misères parce qu'on a violé la loi de l'État ». Il y a quand même quelque chose qui... Alors moi j'appelle ça un petit peu la jurisprudence Leonarda, mais c'est tout à fait ce que fait la Cour, c'est-à-dire que la Cour au fond nous dit « écoutez, vous avez le droit d'interdire la GPA parce que c'est contraire aux droits de l'homme, mais en tout état de cause, vous devez quand même valider les situations issues de la violation de la loi au nom des droits de l'homme ». C'est complètement insensé, on est dans un système circulaire et un raisonnement qui devient absurde. Mais donc, à partir du moment où on a créé une situation de fait frauduleuse, fût-elle frauduleuse, eh bien, il faut en tirer les conséquences au nom donc du droit de l'enfant à une vie familiale. Elle a même dans l'affaire Paradiso et Campanelli, où là on a affaire à une escroquerie. Ce sont deux parents, la mère a 55 ans, le père 45 ans, et ils ont véritablement acheté l'enfant. Il n'est même pas le fils génétique du père. Hein. L'enfant a été acheté en Russie dans des conditions absolument frauduleuses, et la mère a même feint une grossesse pour faire croire qu'elle aurait été enceinte à l'étranger, etc. C'est une affaire frauduleuse. Le juge italien a retiré l'enfant aux parents parce que ce sont des escrocs. Il n'a même pas voulu du tout admettre une quelconque paternité. Eh bien, la Cour, là encore dans sa casuistique incroyable, dit, écoutez, voilà, maintenant que l'enfant est parti en adoption et qu'il a été confié à des parents adoptifs après avoir été placé, il ne faut pas les rendre
à ce couple de délinquants, mais quand même, ils ont droit à une indemnité parce qu'il y a quand même eu atteinte à leur vie privée et familiale, et elle leur accorde 20 000 € d'indemnité. Alors qu'il est établi qu'ils ont fraudé de manière extraordinaire la loi italienne, mais même la loi russe et tous les principes qui vont avec. Donc il y a toujours ce système qui fait que finalement, le fait accompli, fût-il frauduleux, devient source de droit et même source de droits de l'homme. Donc on arrive quand même à une perversion complète du raisonnement. Alors, la Cour dit ceci, elle dit ceci à l'égard de l'Italie, elle l'a dit pour la France. Il y a 3 affaires encore qui sont pendantes maintenant devant la Cour et qui vont être jugées et qui, cette fois, dans les affaires dont on vient de parler, ce sont des couples hétérosexuels dont madame est généralement largement ménopausée. Donc, c'est pas du tout un cas de stérilité médicalement constatée ni quoi que ce soit. C'est tout simplement, c'est la nature aussi qui ne dit plus oui à une femme passée cet âge-là. 55 ans quand même dans l'affaire italienne. Alors là, il y a 2 affaires qui vont cette fois-ci mettre en cause des couples gays. Mais il n'y a aucune raison pour que la Cour change d'attitude. Elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Ce qu'elle va voir, elle va dire que l'enfant a le droit d'avoir une vie familiale et que puisque c'est fait, et puis c'est tout. Il n'y a qu'à tirer les conséquences des faits prohibés. Alors évidemment, il n'y a pas que la Cour toute seule, c'est-à-dire que la jurisprudence de la Cour s'impose à nos juridictions françaises, que ce soit le juge judiciaire ou le juge administratif. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, la Cour de cassation d'abord a, dans un avis récent, été obligée d'admettre la validité des adoptions de la conjointe lesbienne des bébés Thalys, et bien sûr le procureur général Sarcelet invoque évidemment la jurisprudence de la Cour dans ses conclusions, et le Conseil d'État également, dans son arrêt Association juriste pour l'enfance du 12 décembre 2014, a été obligé d'appliquer la jurisprudence de la Cour pour valider la circulaire de Madame Taubira qui dit le contraire de ce que M. Valls prétend cependant. Et je rappelle que le rapporteur public a bien indiqué au Conseil d'État le dialogue des juges, c'est-à-dire le dialogue entre les juges français et les juges européens, le dialogue des juges interdit absolument que vous adoptiez une solution frontalement contraire à celui d'une Cour européenne. Donc vous êtes obligé de vous incliner et donc d'appliquer la jurisprudence européenne. Et c'est ainsi donc que se trouve validée la circulaire de Madame Taubira, qui pourtant viole l'article 1128 du Code civil. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions, et l'être humain n'est pas dans le commerce, il ne doit pas pouvoir faire l'objet de conventions. Donc, on est arrivé à un système où finalement ce que la nature ne procure pas, on va le chercher sur le marché. La Cour européenne dite des droits de l'homme valide le recours au marché, et les juges français sont condamnés ensuite à appliquer, sauf à ce que éventuellement nous faisions comme les Anglais l'envisagent, dénoncer la Convention. Merci Anne-Marie. Finalement, on peut se demander si la Cour européenne des droits de l'homme, qui donc repose sur la Convention européenne des droits de l'homme, on peut se demander si elle considère que les droits de l'homme ne sont pas faits pour la femme et pour l'enfant, puisqu'on est évidemment en complète contradiction, comme l'a expliqué Anne-Marie. Alors moi, je vais revenir sur un point qui est plus franco-français, et je tiens à votre disposition la déclaration de Manuel Valls. Le 3 octobre dernier, Manuel Valls a fait un grand interview dans le quotidien La Croix, dans lequel il a pris un certain nombre d'engagements assez forts. Alors, il est à noter que cette interview avait lieu 3 jours avant les dernières manifestations de la Manif pour tous, qui avait lieu le 5 octobre 2014. Alors, il avait précisé d'une manière extrêmement ferme que le gouvernement était opposé à la gestation pour autrui. Il notait, la GPA est et sera interdite en France, car il faut le dire, c'est une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation du corps des femmes. Il avait donc dit très précisément, et je cite encore, « Le gouvernement exclut totalement d'autoriser la transcription automatique des actes étrangers, car cela équivaudrait à accepter et normaliser la GPA. » Or, en parallèle, que se passe-t-il? La chancellerie, Christiane Taubira,
a déclaré qu'elle appliquerait l'arrêt de la CEDH, les arrêts de la CEDH, et d'emblée, elle était partie pour aller au-delà, et c'est ce qui se passe. Elle dit que les parents d'attention, qu'ils aient ou non un lien biologique avec l'enfant, doivent être reconnus comme les parents, et donc inscription à l'état civil français. À noter un point très important, quand Mme Taubira ou Mme Najat Vallaud-Belkacem disent « ces enfants sont apatrides, sont anonymes », c'est absolument faux. Ils ont, comme tout le monde, un état civil, l'état civil et la nationalité de leur pays de naissance. Donc c'est un prétexte pour mettre en place l'inscription d'une filiation bidon à l'état civil français. Et or, cette question-là est majeure pour les parents qui veulent, pour les personnes qui veulent commander des enfants par GPA. Le frein psychologique de ne pas pouvoir être reconnu comme les parents de l'enfant est un véritable frein à la pratique de la GPA. Dès lors qu'ils savent qu'en France, en fait, on va les reconnaître comme parents de l'enfant qu'ils veulent commander, eh bien, la pratique va se développer. Elle a été estimée à environ, par des enquêtes menées par des médias, à environ 200 bébés par an nés de GPA à l'étranger et accueillis sur le sol français. Pour revenir à François Hollande, il disait aussi « Il faut rappeler la responsabilité de tous les États dans la lutte contre la commercialisation des êtres humains. La France entend promouvoir une initiative internationale qui pourrait aboutir par exemple à ce que les pays qui autorisent la GPA n'accordent pas le bénéfice de ce mode de procréation aux ressortissants des pays qui l'interdisent. À la demande du président de la République, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, prendra dans les semaines qui viennent, on était début octobre, des initiatives pour trouver le cadre approprié. Donc des paroles et des actes, il n'y en a eu aucun, bien au contraire, depuis cette grande déclaration solennelle de Manuel Valls. On peut penser qu'il ne cherchait qu'à démobiliser les personnes qui s'apprêtaient à descendre dans la rue contre la gestation pour autrui. En tout cas, aucun acte, bien au contraire. J'ajoute qu'il s'exprimait juste après la fin du délai d'appel des arrêts de la CEDH. Il a sciemment ignoré ce délai, et puis maintenant, on nous dit, et c'est ce qu'a fait le Conseil d'État, il faut appliquer ce que dit la CEDH. La France pourrait aussi bien, en réalité, sortir de la CEDH compte tenu des arrêts totalement aberrants et contraires aux droits de l'homme de cette instance internationale. On est donc véritablement dans une situation où il y a tolérance, complicité, laisser-faire, on facilite. Et à l'évidence, c'est une pratique inacceptable. Christiane Taubira, il y a quelques jours, a parlé longuement, est intervenue au sujet de l'esclavage. Elle a parlé des différentes formes d'esclavage. Étonnamment, elle n'a pas évoqué la gestation pour autrui. Et j'ajoute que la Manif pour tous s'oppose à toutes les formes de GPA. Je le précise, c'est important qu'on ne nous dise pas il y a une GPA altruiste, il y a des scandales à côté, donc effectivement il faut encadrer la GPA, parce que ça reviendrait à la légaliser. Que l'enfant soit donné ou acheté, que la femme soit indemnisée ou salariée, les conséquences sont les mêmes pour la femme et pour l'enfant. La GPA, c'est comme l'esclavage, non seulement on l'interdit, mais on fait respecter cette interdiction. Et on n'encadre pas l'esclavage, on n'encadre pas la GPA, on ne trouve pas de mauvais prétextes, on interdit et on fait respecter. Voilà pourquoi nous restons mobilisés, les faits montrant vraiment que le gouvernement agit dans le sens contraire. Alors, parmi l'absence d'action du gouvernement, nous allons évoquer, c'est Albéric Dumont, coordinateur général de la Manif pour tous, qui va l'évoquer, la présence et les interventions sur le sol français d'agences de GPA, agences qui viennent démarcher nos concitoyens en toute impunité. Et je passe la parole à Albéric. Voilà, face à l'inaction du gouvernement dans cette lutte contre la gestation pour autrui, nous avons été obligés du coup de pallier à ces insuffisances de l'État et à faire nous-mêmes son travail, c'est-à-dire à dénoncer, à dépister et dénoncer ces agences qui, effectivement, pratiquent ce délit de l'entremise sur le territoire français et dans la capitale du pays. C'est ce qui s'est passé au mois de décembre, puisque une agence, une société américaine spécialisée dans la mise en œuvre de gestation pour autrui et la commercialisation d'ovocytes,
avait prévu d'une semaine, je cite, de démarchage commercial auprès des couples qui souhaitaient effectivement avoir recours à la GPA en dehors du territoire français pour ensuite revenir avec l'enfant sur le territoire. Aujourd'hui, donc, ce démarchage commercial avait lieu dans un hôtel parisien, dans le 14e arrondissement de Paris, et c'est une information qui circulait notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons alerté les services de la préfecture qui évidemment n'ont pas réagi à cette information et n'ont rien fait pour aller voir si effectivement ce délit allait être, ce délit annoncé en tout cas, allait être mis en œuvre par l'hôtel et la société commerciale en question. Donc face à cette inaction, nous avons décidé de prendre contact nous-mêmes avec la direction de l'hôtel et d'organiser des manifestations tous les jours devant l'hôtel qui pratiquait ce genre de méthode et qui accueillait en tout cas dans ses locaux ces rendez-vous. Face à cela, nous avons eu une réponse extrêmement rapide. Quand je dis rapide, c'est en quelques dizaines de minutes à peine de la direction générale de la chaîne d'hôtels qui recevait cette agence, en nous affirmant qu'ils n'étaient pas au courant, que les invitations qui circulaient n'étaient pas vraies, en tout cas qu'ils n'avaient pas été informés, qui tenaient à notre disposition à la fois la liste de tous les clients des hôtels pour vérifier qu'il n'y ait pas la société américaine, et nous demandant ce que nous voulions faire pour annuler les manifestations prévues devant ces hôtels. Nous avons ce jour-là exigé que les propos soient dénoncés publiquement, en tout cas de l'agence, et que cette invitation soit dénoncée, ainsi qu'une plainte soit déposée contre l'agence, ce que l'hôtel, la chaîne d'hôtel, a fait via son avocat. Quel est le délit? Aujourd'hui, maître Adeline Le Gouvello, donc, qui est une des avocates de la Manif pour tous, a en décembre déposé plainte contre X pour entremise en vue de gestation pour autrui. Donc l'entremise en droit français, c'est l'élément matériel de l'infraction prévue qui désigne une relation d'intermédiaire entre deux personnes, l'une désireuse d'accueillir un enfant, l'autre acceptant de porter en elle cet enfant. Deux circonstances aggravantes, donc l'entremise, le caractère habituel, et puis surtout le fait que ce soit à but lucratif. Et là, évidemment, c'était le cas, puisque vous imaginez bien que cette société américaine ne travaillait pas dans un but d'intérêt général, mais bien dans un souci d'intérêt financier. Donc voilà, le site internet de l'agence, quelques heures après le début de nos actions, a annoncé l'annulation de ces rendez-vous à Paris, et nous avons alerté les différentes chaînes d'établissements hôteliers parisiens que voilà, nous restions extrêmement vigilants, et que toute tentative d'accueil de ces rendez-vous à l'intérieur des établissements hôteliers serait prise en charge, à défaut de l'être par l'État, par la Manif pour tous. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une première victoire de la Manif pour tous, mais c'est surtout la continuité de notre action. C'est-à-dire que la Manif pour tous est très connue pour ses actions militantes, massives, de rue, etc. Aujourd'hui, nous avons exactement la continuité entre des actions militantes, donc là c'est vraiment dans traquant ces agences, et puis une continuité juridique avec le pôle juridique de la Manif pour tous, donc ces dépôts de plainte notamment, et puis après un suivi au niveau politique et médiatique. Donc voilà, nous continuerons, nous, ce genre d'action pour, bien sûr, empêcher ces entremises d'avoir lieu sur le territoire français. Nous souhaiterions quand même, et je pense que c'est un minimum de le demander dans un état de droit, que ce soit plutôt les instances étatiques qui s'en occupent plutôt que nous, mais bon, nous sommes prêts à pallier à leurs insuffisances jusqu'au jour où ils décideront enfin de mettre des actes derrière leurs belles paroles. Alors j'ajoute que nous avions alerté Laurence Rossignol, la secrétaire d'État à la famille, nous l'avons rencontrée peu après sa nomination, nous l'avions alertée notamment de ce démarchage des agences de GPA en France. Ils ont des sites internet avec des versions en langue française, ils sont présents sur les réseaux sociaux, le démarchage est évident. Nous avions alerté Laurence Rossignol qui nous avait dit qu'elle allait faire une enquête là-dessus. Le résultat des courses est tout à fait nul. J'ajoute que quand l'agence en question a décommandé sa venue en France, suite à notre action, elle a publié un communiqué sur son site internet, donc en langue française, pour dire qu'en raison d'un certain nombre d'actions d'associations françaises, eh bien, elle n'osait plus venir rencontrer les concitoyens pour leur proposer ces services généreux et altruistes. Eh bien, voyons. Alors, la Manif pour tous mène actuellement deux actions. Il y a une pétition qui a été lancée, qui s'adresse au Conseil de l'Europe
C'est une pétition qui a été lancée à plusieurs associations qui, petit à petit, nous passons des partenariats avec des associations d'autres pays, associations de défense de la femme, de défense des droits de l'homme, de défense de la famille. Cette pétition s'appelle No Maternity Traffic, avec 2 F, et nous demandons à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 65 de son règlement, de condamner clairement toute pratique de GPA comme contraire en soi aux droits et à la dignité des personnes. Nous demandons au gouvernement participant au Conseil de l'Europe d'initier la rédaction d'un texte interdisant expressément toute forme de GPA en Europe. Et enfin, nous demandons que la Cour européenne des droits de l'homme soit garante des droits des femmes et des enfants et condamne la pratique de la GPA comme contraire aux droits de l'homme. À ce jour, cette pétition a déjà 45 000 signataires, mais bien sûr, notre objectif va beaucoup plus loin, et donc c'est une action en cours. D'autre part, nous avons également en deuxième action ce forum international pour l'abolition de la GPA. J'emploie le terme d'abolition parce que c'est une cause majeure. Il y a eu l'abolition de la peine de mort, l'abolition de l'apartheid, etc. Eh bien, l'abolition de la gestation pour autrui, c'est-à-dire l'interdiction effective, qui est un travail à mener au niveau national et international, comme l'a tout à fait d'ailleurs reconnu Manuel Valls, eh bien, cette abolition est urgente. Il n'est pas question d'attendre trop longtemps. J'ajoute, un élément important, la Convention de La Haye, dont la France fait partie, a mis en place depuis déjà plusieurs années un groupe de travail pour la rédaction d'une convention encadrant la gestation pour autrui, c'est-à-dire reconnaissant la gestation pour autrui. On voit bien ici que la France, à tous les niveaux, est concernée au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Et nous voyons bien aussi que c'est au niveau national et international qu'il faut intervenir. On a su interdire le clonage. On doit savoir et on doit faire interdire et faire respecter cet interdit de la GPA. Alors, cet événement, ce forum international pour l'abolition de la GPA a lieu dimanche après-midi de 15h à 18h au Palais Brongniart. Au cours de cet événement, qui sera une première, nous diffuserons des vidéos, nous diffuserons des témoignages, il y aura des témoignages, des analyses, des informations et l'annonce d'actions. En termes d'informations, c'est un sujet sur lequel, de données chiffrées, de données statistiques, il est difficile, puisque c'est officiellement et théoriquement interdit, il est difficile d'avoir des chiffres. Nous avons donc mené une enquête, aussi bien en France que dans un certain nombre de pays d'Europe, et puis aux États-Unis et en Asie. Donc ces données chiffrées seront indiquées, entre autres choses, et puis il y aura donc des témoignages. Eugenia Rochella, qui est ancienne ministre en Italie et députée européenne, sera présente. Pourquoi l'Italie? Eh bien, évidemment, puisqu'il y a eu un arrêt tout récemment, un arrêt de la CEDH qui concernait l'Italie, dont on attend de savoir si l'Italie fera appel. Espérons qu'elle sera un petit peu plus cohérente que la France. Jean-Marc Oswald sera présent également. Il est directeur du pôle prostitution de l'association aux captifs de la Libération, puisqu'évidemment, la gestation pour autrui, qui est une utilisation, une instrumentalisation de la femme, est peut-être tout à fait comparée à la question de la prostitution. Et se pose d'ailleurs aussi la même question, volontaire, pas volontaire dans le cas de la prostitution, volontaire, pas volontaire dans le cadre de la GPA. Mais parfois, même quand les personnes se déclarent volontaires, ce n'est pas pour autant qu'on peut et qu'on doit les laisser se faire manipuler. Anne Schwab, qui est belge, qui est psychothérapeute, interviendra sur la relation mère-enfant, aussi bien pendant la grossesse qu'au moment de la naissance. Nous sommes à une époque de grand développement de tous les aspects psychologiques de nos vies. Eh bien, la question de la grossesse, bien évidemment, est essentielle. Et peut-on balayer d'un revers de main tout ce qui concerne cette relation mère-enfant et toutes les implications majeures pour l'un et pour l'autre? C'est ce que nous verrons avec elle. Des juristes, Grégoire Pupin et Maître Adeline Le Gouvello, seront également présents.
Marianne Durano, qui est philosophe, puisque bien sûr, nous sommes face à des questions philosophiques, anthropologiques majeures. Et puis Jennifer Lal, qui est la réalisatrice d'un film américain sur la gestation pour autrui aux États-Unis. Souvent, les États-Unis sont présentés comme un pays dans lequel, oui, la gestation pour autrui est autorisée dans certains États, mais ce sont des femmes qui l'acceptent, qui font le choix, qui sont en fait altruistes et généreuses. Eh bien, nous verrons, ce film suit le parcours de 6-7 mères porteuses, l'une a porté pour son frère, l'autre pour son petit ami, dont elle a compris en cours de route qu'en réalité, il voulait lui faire un enfant et que son intention était de partir. Et finalement, il lui a fait signer un contrat de gestation pour autrui. D'autres, c'était commercial purement. Voilà, différents cas. Et une jeune fille née de GPA témoigne également dans ce film qui est extrêmement intéressant et dont le titre est Breeders, incubatrice ou gestatrice, a subclass of women, une sous-classe, un sous-prolétariat de femmes. Voilà, c'est un film que nous avons fait traduire en français. Il n'a jamais été diffusé en France jusqu'à présent et nous en avons acquis les droits. Voilà, j'ajoute qu'il y aura un invité, il devrait y avoir un invité tout à fait exceptionnel, mais nous l'annoncerons dimanche matin et il aura lui aussi une parole forte sur ce sujet et sans doute sa présence sera-t-elle une grande surprise pour beaucoup d'observateurs. Voilà pour cet événement. Pour conclure, et avant de passer aux questions-réponses, je voudrais juste insister et redire que nous nous opposons, comme bien d'autres, José Bové, Sylvain Agachinsky, comme un certain nombre d'acteurs de la vie publique française, nous nous opposons donc à toute forme de GPA, qu'elle soit rémunérée ou prétendument gratuite, et quels que soient les couples commanditaires ou la personne commanditaire. Il y a aussi des célibataires qui font appel à des gestations pour autrui. Quels que soient les couples commanditaires, peu importe, l'utilisation de la femme, l'abandon de l'enfant, de toute façon, sont l'aboutissement de toute pratique de gestation pour autrui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions à poser, nous sommes à votre disposition. Oui, pardon. Je voulais aussi vous remettre, pour rappel, je disais que c'est un sujet extrêmement transversal, la gestation pour autrui, c'est un sujet qui n'est ni de droite ni de gauche. C'est aussi un sujet écolo. Tu peux en donner de l'autre côté. C'est finalement aussi un sujet écolo. Est-ce qu'on peut passer, est-ce que la maternité peut être hautement technologique ? Est-ce qu'on est purement dans la technique ? Est-ce qu'on s'en remet entièrement à la technique, quelles qu'en soient les conséquences ? La question est là. Voilà. Et donc on voit bien que de toutes parts, la dénonciation de la gestation pour autrui est bien réelle. Il est temps que le gouvernement français en tienne compte. Voilà. Et donc vos questions sont les bienvenues. J'avais une question. Est-ce qu'à votre connaissance, en France, il y a eu des parents d'intention qui ont été reconnus comme les parents de l'enfant qu'ils ont eu par gestation pour autrui? Alors, sauf si Anne-Marie, vous avez si des ce sont les informations. conséquences de l'arrêt Ménesson et la Bassée et autres. Non, c'était sur la nationalité. Ah oui, sur la nationalité, mais il y a Donc on a reconnu Vous leur parlez de nationalité. quel cas Du cas où... Est-ce qu'ils ont été reconnus comme parents, la filiation Ah, ça c'était fait, parce que le père était le père biologique. Oui, mais Bon. la mère. Et la conséquence de l'arrêt Ménesson, c'est qu'il fallait à la fois, ça portait sur les deux choses, la nationalité et la retranscription de la paternité biologique. De la paternité. Oui. Oui, mais les deux. Ah, ça je ne sais pas. Je n'ai pas suivi l'état civil ensuite. Ce que je peux vous indiquer, c'est la... Parce que c'est Pardon. ma question, effectivement, c'est parce que moi, ce que j'ai compris, c'était que effectivement, il y avait une incitation à reconnaître la nationalité française à ses enfants, mais qu'il y a un vrai frein aujourd'hui pour la reconnaissance de la filiation. Alors, la position de la chancellerie, il y a quelques mois, était la suivante, à la suite des arrêts de la CEDH. Pour la chancellerie, il n'y a pas lieu à débattre. Ce sont bien les deux parents d'intention
qu'ils aient ou non un lien biologique avec l'enfant, qui seront reconnus comme tels. La raison étant, l'intérêt de l'enfant l'exige, estime-t-on place Vendôme. Les débats juridiques est donc a priori clos. C'est pas ce qu'ils m'ont dit, moi, récemment. Ils sont extrêmement flous sur ces questions. Hein. Moi, je les ai relancés il n'y a pas très longtemps sur la question en disant alors on en est où aujourd'hui, puisqu'effectivement, Ils avaient 6 mois pour suite mettre à en... toutes ces déclarations, effectivement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait, etc. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'étaient pas sur l'application de la filiation. Alors, c'est parce qu'ils ont déclaré il y a quelques mois. Par ailleurs, nationalité et état civil sont tout de même liés. Mais effectivement, ça doit passer devant les tribunaux. C'est tout à fait la même chose, effectivement. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Pas. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, pour la question de la nationalité, il faut bien voir que c'est un prétexte parce qu'un enfant qui vit sur le sol français, de toute façon, il acquiert la nationalité au bout de 5 ans. Et quoi qu'il arrive, dans le cas des jumeaux Ménesson et Labassé, ils étaient de nationalité américaine. On se demande bien, pas sans nationalité. ou alors on considère que toutes les personnes qui sont de nationalité étrangère qui vivent en France sont des fantômes, puisque Madame Taubira dit ce sont des petits fantômes de la République. Ça pose quand même un problème de tenir de tels propos, et d'autant plus que quoi qu'il arrive, ils acquièrent la nationalité. En fait, c'est un non-problème, et dont on connaît bien l'aboutissement, qui est effectivement... Mais la Cour européenne des droits de l'homme insiste, et c'est d'ailleurs c'est là qu'on est en pleine contradiction, où son raisonnement devient incompréhensible. Elle insiste très lourdement, et depuis longtemps, que ce soit pour les recherches de paternité ou autres, sur le caractère essentiel de l'identité biologique. Donc la reconnaissance de paternité lorsqu'il y a un lien biologique, elle l'exige dans les arrêts Ménesson. Elle insiste très lourdement, et c'est là qu'on se dit mais c'est incroyable, puisque qui finalement menace l'identité biologique d'un enfant, ce sont les parents. Mais elle ne sanctionnera pas la GPA elle-même. Elle va sanctionner l'État qui ne tire pas les conséquences ultérieures. Donc tout son raisonnement est contradictoire. Mais elle insiste extrêmement lourdement, à un tel point d'ailleurs qu'il est permis de se demander si la déduction de sa jurisprudence ne consisterait pas dans la levée de l'anonymat. Parce qu'elle insiste tellement sur le caractère essentiel pour un enfant de connaître son identité génétique et biologique que la logique voudrait que de toute façon, il n'y ait plus d'anonymat du donneur. Donc les conséquences de sa jurisprudence sont encore à retardement, mais si on l'applique complètement, au fur et à mesure, on voit bien qu'elle construit progressivement tout un système qui va nous obliger à tout accepter en conséquence. C'est-à-dire que la CEDH est manifestement favorable à la gestation pour autrui. Elle retire aux États le moyen de lutter contre cette pratique de la GPA. Et donc elle favorise le développement de cette pratique et elle n'y voit pas d'opposition majeure. Non, mais elle ne dit pas. Par exemple, c'est assez étonnant parce que il y a un article 17 dans la Convention qui interdit de se prévaloir de la Convention pour quand on a eu des comportements ou des actes qui sont contraires aux principes qui la gouvernent. Bon. Et c'est ainsi, par exemple, qu'elle a invoqué l'article 17 pour le négationnisme de l'Holocauste. Mais là, par exemple, elle ne pense pas à dire à ses parents, mais vous avez violé les droits humains en recourant à une mère porteuse et en vous comportant comme vous l'avez fait, vous n'avez pas le droit de vous prévaloir de la Convention. Ça, elle ne le fait pas là, alors qu'elle le fait dans d'autres cas. Et entre nous, soit dit, le parallèle entre les mères porteuses et les Lebensborn allemands saute aux yeux quand même. Hein. On est très proche de ce système. Et bien là, elle ne pense pas qu'il y aurait peut-être une forme de crime contre les droits de l'homme qui serait commis à ça. Ça ne l'effleure pas, manifestement. Elle fait de la pure casuistique, mais c'est pas lié seulement à ce sujet-là. Sur tous les sujets, la Cour n'a pas de principe. Elle gère des cas. Et dans chaque cas, elle fait sa petite pesée. Peu importe les conséquences, elle n'a pas de raisonnement global. Et d'ailleurs, mes collègues qui sont spécialistes de la jurisprudence de la Cour, qui défendent toujours la Cour, etc., disent, elle au moins, elle fait du concret, c'est pas comme les principes républicains abstraits. Bon. Donc on oppose la conception verticale du droit républicain avec ses principes à la casuistique laxiste de la Cour. C'est reconnu par tous les juristes, elle raisonne comme ça. Elle n'a pas de principe. Voilà, donc nous dénonçons ces positions et les conséquences de ces arrêts de la CEDH d'une manière générale.
et bien entendu l'hypocrisie du gouvernement qui est complice de la pratique de la gestation pour autrui. Est-ce que la manif pour tous se demande que la France soit utile de la CEDH? Absolument. C'est nécessaire. Tant que la CEDH, et dès lors que la CEDH ne respecte pas ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien il faut en tirer les conséquences. Ça fera deux. Les Anglais aussi s'y préparent. Plus de questions? Est-ce qu'il y a d'autres associations américaines, enfin pas associations, sociétés américaines qui s'apprêtent à venir avec toute façon, puisque vous savez... Pas à notre connaissance. Dans le communiqué d'annulation Oui, de leur tournée commerciale en France, ils ont annoncé que d'autres dates seraient communiquées ultérieurement. Après voilà, on est extrêmement vigilant sur les réseaux sociaux et sur Internet pour voir qu'il n'y a aucune invitation qui circule. À l'heure actuelle, il n'y en a pas. Mais les deux sociétés en question ont annoncé qu'elles reviendraient. Et ce jour-là, elles se frotteront à nos sympathisants et à nos juristes. On avait déjà fait fuir en 2013 une clinique de l'Illinois. Oui, mais finalement, en fait, elle était venue dans un autre hôtel. Elle est allée dans un autre hôtel. Mais enfin, le directeur de l'UTCIA s'était excusé, prétendant ignorer ce qui se passait dans son établissement. Alors, il faut savoir d'ailleurs que des mères porteuses en France, ça se trouve très facilement, très rapidement. Et nous notons aussi, alors en l'occurrence depuis le vote de la loi Taubira, qu'un certain nombre de people ou de nos concitoyens français annoncent, déclarent qu'ils s'apprêtent à demander une gestation pour autrui. Nous constatons aussi que des chaînes de télévision font des reportages sur la gestation pour autrui avec débat. Par exemple, le 10 mars, la semaine prochaine, il y aura sur France 5 l'émission Les Maternelles consacrée à la gestation pour autrui, avec notamment sur le plateau des personnes favorables à la gestation pour autrui, comme s'il était admissible de défendre sur un plateau de télévision que oui, la gestation pour autrui est acceptable. Eh bien, d'abord c'est contraire à la loi, et ensuite faire mine de débattre d'un sujet qui ne peut pas être toléré, c'est tout à fait scandaleux. Voilà, mais cela s'inscrit bien sûr dans un contexte plus large. Merci de votre écoute.